Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. À la une aujourd'hui, l'apprentissage du langage chez les tout-petits. Dans un rapport de 2020, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik insiste sur ce point. Les interactions précoces façonnent durablement le développement du cerveau et la construction du langage. On va en parler plus en détail avec nos deux invités en première partie de cette émission. Dans le Bon Point, on s'intéresse aujourd'hui à un enjeu majeur, l'égalité des genres dans les médias. Selon une étude de l'Arcom, les femmes ne représentent que 4 personnes sur 10 vues à la télévision. Alors, qui parle? Qui décide? Pourquoi les femmes restent encore sous-représentées? On va en parler avec l'association Prenons la Une. Connaissez-vous la tendance China Maxing qui cartonne sur les réseaux? Son principe, adopter la culture et le mode de vie de l'Empire du Milieu. Bérangère Cana nous explique le phénomène plus en détail dans sa chronique en fin d'émission. Mais tout de suite, place à l'actu avec Bérangère. Bonsoir Bérangère. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec une promesse tenue par le nouveau maire LFI de Roubaix. Face à l'inflation et aux difficultés de plus en plus nombreuses pour certaines familles, David Guiraud rend la cantine gratuite pour les enfants des foyers les plus précaires. Et oui, à Roubaix, ce sont près de 9000 écoliers qui déjeunent chaque jour à la cantine. Et désormais, environ 660 enfants issus des familles les plus modestes n'auront plus rien à payer. Une mesure qui s'adresse en priorité aux foyers déjà accompagnés par les services sociaux. Sur place, le journaliste de France Inter, Thomas Chauner, est allé à la rencontre de plusieurs mères de familles concernées. C'est par rapport à ma situation, il n'y a que le papa qui travaille. Ça me permet, j'achète par exemple des habits pour mes enfants, des trucs surtout en hiver et tout. C'est déjà un aide pour moi. Ça peut nous dépanner, quoi. Ouais, je veux bien que ça passe pour tous les cantines, parce que les enfants, ils vont parler. Ah bah non, moi, papa, il paye. Une aide concrète donc dans un contexte où chaque dépense pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages, mais pour la municipalité, difficile d'aller plus loin pour l'instant. Des familles qui sont un peu plus proches de la classe moyenne ou alors dans des classes précaires mais un petit peu moins précaires, évidemment on souhaite les aider. Mais pour ça on va voir comment on les aide, c'est-à-dire est-ce qu'on fait une refonte des barèmes ou est-ce qu'on fait une aide directe pour baisser la facture? On va le faire dans un temps moyen, on va dire là on est sur le temps court, et puis le troisième temps ça sera éventuellement de rendre plus gratuit, mais ça il faut qu'on dégage des marges de manœuvre financières. Et cette mesure de gratuité partielle, elle devrait coûter 80 000 € par an à la ville. Dans le Gard, un drame qui relance la question de l'encadrement des stages scolaires. Vendredi dernier, un adolescent de 15 ans est décédé lors d'un stage d'observation en entreprise. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de cet accident. Sa mère dénonce de graves manquements et demande évidemment des réponses. Le drame s'est produit à Bagnols-sur-Cèze dans une entreprise de matériaux. Calvin, l'adolescent en stage, a été écrasé par un engin de manutention. Selon les premiers éléments de l'enquête, il conduisait seul un élévateur qui s'est renversé. Une situation alors qui interroge. Pourquoi un mineur se retrouvait-il aux commandes d'un tel engin? Stacy, sa maman encore sous le choc, réclame des explications. Écoutez-la au micro de Manon Meyer pour RTL. J'ai pas de mots en fait. C'est plus que la tristesse. Chez moi, je peux plus rentrer. Par rapport à mon fils, je le vois, il y a l'odeur, il y a où ils m'ont annoncé le décès de mon fils. Je peux plus. C'était un enfant qui était adorable. On pouvait pas faire mieux. Lui, il était vaillant, d'ailleurs un peu trop gentil. On lui donnait du travail, il le faisait. Si l'adulte lui disait tu peux le faire, il le faisait. Si l'adulte il lui disait tu peux pas le faire, il le faisait pas. Mon fils, quand il est monté sur cet engin, apparemment, il avait aucune sécurité, ni casque, ni chaussures de sécurité. Il y a eu des gros manquements, je pense. Et c'est pour ça que nous allons aller très très loin et j'irai jusqu'au bout, jusqu'à temps que mon fils gagnera. Faut plus que ça arrive. Ça reste des enfants, c'est pas normal. Pour elle, son fils n'aurait jamais dû être exposé à un tel risque. Selon la réglementation, les mineurs en stage d'observation ne sont pas autorisés à manipuler des machines dangereuses comme des chariots élévateurs. Les circonstances exactes de l'accident restent quant à elles à déterminer. Une enquête est en cours pour établir précisément les responsabilités. Et après cet événement, la question de l'encadrement et de la sécurité des stages scolaires s'impose évidemment à nouveau. Le gouvernement envisage de remanier le dispositif, Bérangère. Car pour des milliers d'élèves de 3e et de seconde, trouver un stage reste chaque année un parcours de combattants, des recherches parfois longues, des dizaines de mails envoyés et beaucoup d'échecs. Alors face à ces difficultés, le gouvernement il a réfléchi à une réforme, une piste portée par Sabrina Roubache, la ministre déléguée à l'enseignement professionnel et à l'apprentissage, avec comme idée proposer une alternative au stage classique. Les élèves pourraient donc avoir
le choix, soit effectuer leur stage dans une seule entreprise comme aujourd'hui, soit rester dans leur établissement et partir chaque jour en petits groupes, visiter différentes structures ou entreprises, une manière selon l'exécutif de mieux encadrer ces périodes d'observation et d'éviter que certains jeunes se retrouvent isolés. Mais à ce stade, aucune décision n'a été actée et aucun calendrier n'est fixé pour le moment. On reste en France avec cette nouvelle affaire violente liée aux crypto-monnaies, qui a secoué une commune près de Brest. Ce lundi, une famille entière a été séquestrée. Oui, c'est dans un pavillon à Ploudal-Mézeaux, une petite commune du Finistère, qu'une mère et ses 2 enfants ainsi que les grands-parents ont été ligotés et menacés pendant plusieurs heures. Les agresseurs, 2 hommes cagoulés, cherchaient à obtenir l'accès aux crypto-monnaies détenues par la famille. Selon les premiers éléments de l'enquête, le père, absent au moment des faits, travaille dans ce secteur. Le préjudice est estimé à environ 700 000 €. Très vite, les forces de l'ordre sont intervenues, mais dans le quartier, le choc, il est total. Martin Lange, journaliste pour RMC, a pu échanger avec des voisins. On a vu, c'est vrai, beaucoup de gendarmes. On s'est rapidement dit que c'était assez grave, en tout cas en soi, que c'était pas un cambriolage simple. Surtout dans ce contexte-là, quand il y a des enfants, des grands-parents, c'est hallucinant, il n'y a pas de limite. Et comment ils ont été repérés, il faut savoir, ça pose plein de questions, mais c'est pas rassurant. Le maire de la commune, David Carrega, a pu s'entretenir avec la famille. Ils sont très choqués mais vont bien. Une enquête a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Rennes pour retrouver les 2 suspects. À l'international maintenant, en Ukraine, la guerre se poursuit avec une nouvelle attaque russe ce matin. Selon les autorités locales, au moins 2 personnes ont été tuées, plusieurs autres ont été blessées et une est toujours portée disparue. Dans ce contexte, un soutien très attendu est arrivé hier, notamment pour les écoles. Après plusieurs mois de blocage, l'Union européenne a validé un prêt de 90 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine. Exactement, et une partie de cette aide doit permettre de financer les services essentiels, transports, hôpitaux, mais aussi l'éducation. Dans les écoles, l'enseignant et élèves vivent au rythme de la guerre. Malgré les alertes et les bombardements, les cours, ils continuent. Et hier, la nouvelle de cette aide a été un véritable soulagement pour le corps enseignant. À Kiev, c'est le journaliste de France Culture, Lucas Lazo, qui est allé à la rencontre de professeurs. Je pense que l'éducation et les enfants doivent rester la priorité. Et cette aide contribuera à une amélioration ou au moins à maintenir à flot ce que nous avons déjà aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants déplacés. Le plus important, c'est qu'ils soient nourris et habillés. Nous aussi, nous faisons la guerre parce que nous comprenons que l'avenir de l'Ukraine se construit aujourd'hui et que nous aurons besoin de personnes sérieuses, instruites, formées, compétentes. D'où viendront-elles? C'est à nous de les former, à nous de les éduquer. Pour beaucoup d'enseignants, transmettre devient une forme de résistance. Et dans cet établissement, la direction, elle s'inquiète surtout de pouvoir continuer à faire fonctionner l'école. Parce qu'il faut malgré tout un minimum d'incitation pour que les gens continuent de s'investir pleinement. Mais vous savez, je travaille ici depuis les années 90. À l'époque aussi, la situation était mauvaise. Nous attendions nos salaires, parfois pendant plusieurs mois. Mais nous avons tenu. Donc je pense que si nous avons tenu à l'époque, nous tiendrons aussi aujourd'hui. Un quotidien donc fragile, mais qui tient notamment grâce à ces aides internationales. Autre décision marquante autour de la jeunesse et du numérique à l'étranger. En Turquie, les réseaux sociaux vont désormais être interdits aux moins de 15 ans. Le texte il a été adopté hier soir par le Parlement turc, selon l'agence Anadolu. Concrètement, les moins de 15 ans ne pourront plus créer de compte sur les réseaux sociaux. Les plateformes devront désormais mettre en place des systèmes de vérification de l'âge. La loi prévoit aussi un renforcement du contrôle parental. Les parents pourront limiter le temps d'écran et certaines dépenses en ligne. Et en cas de contenu jugé dangereux, les plateformes, elles devront réagir très rapidement dans un délai d'environ 1 heure. Le texte, lui, il entrera en vigueur 6 mois après sa publication officielle. Et en France, c'est le Sénat qui a récemment adopté une proposition de loi qui renforce aussi l'encadrement des réseaux sociaux pour les mineurs avec un système progressif selon l'âge.
Merci beaucoup Bérangère pour ce JT. L'acquisition des mots dès le plus jeune âge est à la base de tous les apprentissages. Le rapport de la commission des 1000 premiers jours de l'enfant, sous l'égide de Boris Cyrulnik, confirme que cette période est capitale pour son développement. Alors, que se passe-t-il dans le cerveau d'un bébé et quel rôle les politiques publiques pour encourager l'acquisition précoce du langage? On en parle tout de suite avec nos deux invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Sandrine Chaumont. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes présidente déléguée en charge de la protection maternelle et infantile au département de l'Essonne. L'Essonne qui, on le rappelle quand même, a décidé de faire de l'apprentissage du langage des tout-petits sa grande cause 2026. Vous êtes également adjointe au maire d'Évry-Courcouronnes. Tout à fait. Et merci d'être avec nous encore. Jean-Rémy Hochman, bonjour. Par visio, ravi d'être avec nous. Directeur de recherche au CNRS, directeur du Baby Lab à Lyon. Vous qui êtes spécialiste, Jean-Rémy Hochman, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il est capital de parler au bébé, de créer ce langage, peut-être déjà dans le ventre? Tout à fait. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une très forte relation entre langage et pensée. Et c'est-à-dire que plus on a de mots, plus on a de lexique, plus on a de vocabulaire, mieux on est capable de s'exprimer, mieux on est capable de penser, mieux on est capable d'interagir. Et du coup, ça a un impact sur toutes les fonctions cognitives et sur toutes les interactions sociales, du coup sur tous les autres apprentissages. Donc plus on développe le langage tôt, mieux c'est. On pourrait imaginer qu'effectivement, le langage doit se déployer surtout avec le moment où l'enfant commence finalement un peu à parler. On va parler toutes les phases de langage de l'enfant, mais un petit peu plus tard. Pour autant, j'ai le sentiment, en tout cas c'est la question que je vous pose, que ça se passe déjà dans le ventre de la maman. En fait, ce langage vraiment est très important. Vous avez raison, en fait, on se rend compte que dès la naissance, donc en fait avant la naissance, le bébé a déjà appris certaines choses sur sa langue maternelle. Donc on a des études qui montrent qu'à la naissance, le bébé va préférer écouter sa langue maternelle plutôt qu'une autre langue, comme donc pour un bébé français, il va préférer écouter le français plutôt que le russe ou le japonais. Et la raison, c'est qu'en fait, il reconnaît probablement quelque chose de l'ordre de la mélodie de la langue et qui va du coup lui permettre de se focaliser sur cette langue et apprendre à la découper, du coup apprendre sa structure. Donc ces toutes premières étapes vont être importantes pour orienter le bébé vers les propriétés de sa langue maternelle. Sandrine Chaumont, les enfants, les bébés apprennent quoi d'abord? Ils sont sensibles à quoi? Aux émotions, au ton de la voix, aux intentions? À tout, aux émotions effectivement, au son de la voix de la maman, du papa. Donc le rôle du papa est toujours très important pendant la grossesse, puisqu'effectivement le bébé à terme reconnaîtra l'intonation de voix du papa. Et puis les émotions bien évidemment, mais les mots sont très très importants pendant la grossesse, évidemment dès la naissance de l'enfant, et pas qu'à partir du moment où ils sont en capacité de parler. Sur le plan scientifique, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, Jean-Rémy Hochman. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau précisément de l'enfant par rapport au langage? Alors on sait depuis très longtemps qu'il y a des zones cérébrales spécifiques qui sont activées chez l'adulte quand on perçoit de la parole humaine et quand on perçoit des phrases, donc des inputs linguistiques. Et en fait, il y a des études qui montrent que c'est déjà le cas chez les tout-petits. Je pense notamment à une étude qui a montré que déjà à 2 jours de vie, on a cette activité dans des zones antérieures du cortex frontal qui s'active spécifiquement pour la parole humaine. Donc ça, en fait, ça suggère qu'il y a des mécanismes neuronaux qui sont prédisposés dès la naissance à traiter la parole humaine et a priori donc à développer le langage humain. Communiquer avec lui, l'aide à communiquer aussi lui-même avec nous, l'enfant? Oui, en fait, je pense que c'est très important de créer un lien avec le bébé et d'être en interaction avec lui. Donc, bien sûr, cette interaction, elle passe énormément par le langage, par la parole. Et en fait, c'est difficile de produire, de rentrer dans cette interaction si on a rien à dire. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler, il faut dire ce qu'on est en train de faire. Moi, j'ai une théorie comme quoi c'est pour ça qu'on a inventé aussi les berceuses, les petites comptines, les petites chansons, parce qu'on n'a pas forcément grand-chose à dire à un bébé de 3-4 mois. Donc, du coup, on lui chante une petite chanson, c'est un input linguistique, c'est des mots, ça l'intéresse, ça crée un lien et ça permet comme ça de participer à son développement.
Il n'y a pas que le langage verbal, le langage du corps est très important aussi, Sandrine Chaumont. Oui, tout à fait, c'est important. Et nous dans les centres de PMI, on conseille par exemple aux jeunes parents d'expliquer au bébé quand vous lui donnez un bain. Je te mets du shampoing, on va faire un petit peu mousser sur tes cheveux, je te mets du gel douche sur le bras, sur la cuisse. Il faut tout expliquer parce qu'effectivement, l'enfant intègre tout et il est important qu'il retienne ces mots et ça lui donnera les outils pour plus tard, pour avoir un maximum de mots. La base de l'apprentissage du langage, c'est la base de tous les apprentissages ensuite. Oui. Très clairement. Clairement, oui. Entre 3 et 6 mois, l'enfant commence à gazouiller. Ça veut dire quoi? Parce que les étapes du langage des bébés, c'est assez particulier en fait. On a toujours l'impression qu'en fait, on part de zéro pour arriver au moment où il parle. Mais non, en fait, les étapes sont assez longues. Mais enfin, M. Hockman le dirait mieux que moi, mais c'est vrai qu'il y a le gazouillis effectivement du bébé, mais dans le langage, il faut continuer à utiliser les vrais mots et le bébé intègre tout cela. Et je reprends l'exemple de monsieur tout à l'heure, quand vous avez un couple bilingue par exemple, si vous parlez la maman parle en français par exemple au bébé, le papa espagnol par exemple, l'enfant effectivement au tout début répondra en français parce que c'est sa langue maternelle, il aura été habitué à cela et très vite quand il aura suffisamment de mots, il répondra à la maman en français, au papa en espagnol. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là où lui n'a pas évoqué de mots en espagnol, il a quand même intégré le langage du papa. Mais pourquoi il n'aurait pas intégré d'office le langage, vous parlez de langage maternel, pourquoi pas le langage paternel, l'espagnol directement? Et il l'entend et il l'intègre, mais par contre, au moment où lui va reproduire ses premiers mots dans une autre langue, il s'adressera, et c'est ça que je trouve assez magique, il s'adressera au papa plus qu'à la maman, parce qu'il sait que la maman lui a parlé dans une langue et le papa dans une autre. Et lui-même sera en capacité de savoir dans quelle langue il faut répondre et à quelle personne. Ah oui, il ne va pas privilégier une langue en particulier. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Les phases de langage des bébés, Jean-Rémy Hockman, je le disais, 3 à 6 mois, l'enfant gazouille. Entre 7 à, 10 mois, 12 mois, il babille, il cherche à reproduire des sons, c'est ça? Oui, le babillage, c'est une phase très importante. En fait, le gazouillis, c'est essentiellement des sons qui ressemblent à des voyelles. C'est de A, O, etc. Mais il n'y a pas de véritable articulation. L'articulation, elle arrive vers 6, 7, 8 mois. Il y a une certaine variabilité là-dedans. Mais c'est vraiment l'émergence de la langue articulée. C'est le moment où il va commencer à dire typiquement ba, 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 da, da, da. Et cette phase, elle est très importante, notamment parce que ça devient beaucoup plus intentionnel. Et on reconnaît à ce moment-là vraiment des formes prosodiques. Vous pouvez voir sur YouTube, si vous cherchez un petit peu, des vidéos où on a vraiment l'impression qu'on voit souvent des jumeaux, par exemple, deux jumeaux qui interagissent, qui ont l'air d'avoir vraiment une conversation complète, qui rigolent, comme s'ils réagissaient à ce que vient de dire, la bonne blague que vient de raconter l'un des deux. Mais c'est uniquement du bababa, da, da, da. Mais voilà, ça commence à vraiment ressembler à un langage intentionnel qui semble avoir un certain contenu. Entre 16 et 19 mois, là, il prononce 2 mots. Donc, ça veut dire clairement maman pâtit, par exemple, pour le parti, par exemple. Ça veut dire que c'est intentionnel, mais clairement, on a le sentiment qu'il veut faire une phrase entière. Donc, avec une intention, avec une question qu'il pose. C'est l'émergence de la syntaxe, en fait. À partir du moment où on a 2 mots, il faut les ordonner, et les ordonner selon certaines règles. Et donc là, en fait, c'est l'émergence de la syntaxe qui va permettre ensuite de produire des phrases. Et la syntaxe du langage, c'est vraiment un outil extrêmement puissant qui permet de générer un nombre infini de phrases et donc un nombre infini d'idées. Donc cette étape-là est vraiment cruciale. Alors justement, ces étapes cruciales, vous avez décidé d'en faire une grande cause, alors je ne vais pas dire nationale pour le coup, mais la grande cause du département de l'Essonne. Sandrine Chaumont, c'est vrai qu'en Essonne, 24,8% des enfants de petite section présentent un retard ou un trouble du langage. C'est absolument énorme. Comment vous l'expliquez? C'est énorme. Alors l'explication, je pense que malheureusement elle est simple. Les parents, alors soit on a des familles plus vulnérables qui ont d'autres soucis que la lecture pour leur enfant à gérer, et même dans des familles avec des CSP+, qui ne prennent plus le temps, par exemple, de la petite histoire du soir. Ça, dans beaucoup de familles, ça s'est perdu. Et ça joue beaucoup, ça. Ça joue énormément, puisque dès le début de sa vie, l'enfant est habitué à écouter une histoire, etc. Même s'il n'interagit pas tout de suite, c'est important pour l'enfant. Et ça s'est beaucoup perdu dans beaucoup de familles pour des raisons diverses et variées. Et effectivement, quand les centres de PMI font les bilans en petite et moyenne section,
En 2024, sur 8000 enfants qui ont été vus, 24,8 ne maîtrisaient pas le langage. Et ça s'accorde aussi, à l'entrée en maternelle, déjà certains enfants ne découvrent le livre qu'à l'entrée en petite section, ce qui est quand même dramatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de livre à la maison avant. Et pour beaucoup d'enfants, certains n'ont pas la motricité pour tourner une page. Par contre, il faut glisser le doigt pour tourner la page. Donc là, on voit... Ah oui, donc c'est les écrans. Ah, c'est les écrans. Bien sûr que les écrans ont un rôle prédominant dans les familles aujourd'hui. Donc l'idée n'est pas de supprimer les écrans, il faut aussi vivre avec son temps, mais il faut les utiliser évidemment avec parcimonie et pas si tôt. Et donc les conséquences forcément à moyen terme, c'est les difficultés d'apprentissage. Ah ben bien sûr, ça freine leur scolarité, alors que ce soit en maternelle, en primaire, et parfois même plus loin, un collège ou lycée. Et puis, quelque chose aussi qui a été un peu le déclencheur de cette grande cause avec le président François Durovray, président du département de l'Essonne, c'est que les sociologues disent aujourd'hui que si on a autant de RICS en France, c'est parce que les jeunes ne savent pas communiquer et n'ont pas les bons mots. Alors évidemment, nous on part sur le prisme des 0-4 ans, mais si on peut donner, on a envie d'être ambitieux, et si on peut donner une chance à tous ces petits et de surtout rayer les inégalités sociales, territoriales, pour qu'ils aient tous les mêmes chances à l'entrée à l'école, on s'est dit, voilà, on y va. Oui, alors au-delà, effectivement, des problèmes de communication, c'est peut-être les inégalités qui sont très fortes. Parce qu'en fait, ne pas avoir les mêmes chances au départ réussite, faute, effectivement, de maîtriser le langage, c'est peut-être ça davantage qui creuse. Alors c'est ça qui creuse, et c'est ça qui, effectivement, donne des écarts très impressionnants sur toute la scolarité des enfants et des jeunes. Vos sentiments sur la question, Jérémy Hockman? Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Donc 24%, c'est énorme. Sur les livres, il y a beaucoup d'études. C'est vraiment un sujet qui a intéressé beaucoup de chercheurs et qui montre en effet l'importance de lire, de raconter des histoires aux enfants pour développer leur langage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le mécanisme qui semble être à l'œuvre, c'est pas tellement en fait le livre lui-même, mais c'est surtout que le livre va être le début d'une conversation. C'est-à-dire à partir du moment où vous montrez un livre, puis vous commencez à raconter une histoire, il faut aussi être dans l'interaction avec l'enfant. Et donc peut-être vous avez commencé à parler d'une princesse, et sur l'image, la princesse a, je sais pas, une robe bleue, et peut-être que l'enfant va réagir et va commenter sur cette robe, va commenter sur la coiffe de la princesse. Et à partir de là, le parent peut répondre, peut discuter. Et en fait, cette interaction-là semble avoir un rôle énorme. Et ça a deux conséquences. Ça veut dire que c'est bien lire une histoire, raconter une histoire en interaction qui est important, et non pas faire écouter des histoires, parce qu'on a beaucoup d'outils aujourd'hui, moi j'en utilise aussi, il y en a qui sont très bien faits, où on écoute des histoires, vous savez, les boîtes à histoires, où l'enfant va écouter une histoire de manière passive. Alors, c'est très bien aussi, mais c'est pas suffisant. C'est bien pour la créativité. Oui. Voilà, c'est intéressant, parce que c'est toujours des histoires, et les histoires, c'est toujours merveilleux, et ça enrichit l'enfant. Mais ça va pas être aussi efficace pour le développement du langage que l'interaction avec l'enfant. Et ça veut dire aussi qu'on peut utiliser le téléphone ou l'ordinateur de manière intelligente comme outil d'interaction. C'est-à-dire, si on regarde par exemple des photos sur le téléphone et on les commente, et on dit « Ah tiens, tu te souviens ce qui s'est passé ce jour-là, qu'est-ce que tu avais fait ?» Et on utilise ça pour le début d'une conversation, ça peut avoir un effet tout à fait bénéfique. Si on donne le téléphone à l'enfant pour qu'il reste calme pendant qu'on est au restaurant, on le fait tous, je ne vais pas culpabiliser les parents, on est les premiers à le faire, mais ça n'aura par contre pas d'impact positif pour le développement du langage. L'important, c'est que vous pointez du doigt, en fait, le manque d'échange, finalement, entre les parents et les enfants, de manque d'interaction. Parce que là, on ne parle plus forcément que des livres, puisque vous nous parlez clairement d'un téléphone ou d'un iPad. Donc, en fait, c'est ça que vous pointez aussi. Tout à fait. C'est l'échange qui est à la base du langage. Le langage, c'est avant tout ça. Le langage, ça permet de penser. Le langage permet de mieux penser. Mais pour développer le langage, on le développe en interaction. On apprend le langage en interaction avec quelqu'un d'autre. Et on le voit aussi pour l'apprentissage des deuxièmes langues. C'est beaucoup plus efficace quand on place les gens en immersion dans des situations de dialogue que si on leur donne un manuel où ils doivent apprendre par cœur les règles grammaticales. Donc c'est vraiment l'interaction qui permet de développer le langage. Sandrine Chaumont, vous avez pris le sujet à bras-le-corps effectivement dans l'Essonne, mais alors c'est vrai que on vient de le dire, c'est l'interaction qui manque. On vous peut
taper à chaque porte, chaque famille pour dire écoutez, interagissez avec vos enfants. Comment vous faites pour pouvoir mettre des dispositifs en place? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, ce qu'on va proposer à partir, on a lancé cette grande cause le 10 février dernier, et on va à partir du mois de septembre offrir le livre que je vous ai apporté là. On va offrir ce magnifique livre à partir du mois de septembre à tous les bébés qui vont naître en Essonne. Donc on a à peu près 16 000 naissances par an. Je me permets de citer l'auteur, Antoine Guillopé, et c'est donc les éditions effectivement Ladoux. Édition Ladoux, voilà, c'est des sciences. Ouais, un très joli livre en noir et blanc et avec les couleurs qui apparaissent petit à petit. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce livre. On va ensuite offrir une carte aux parents de bibliothèques et médiathèques pour les inciter à se rendre dans ces structures. Donc évidemment, tout cela sera accompagné, expliquer l'intérêt du livre, pourquoi, quel livre, etc. Le nouveau carnet de santé va paraître aussi, et le département de l'Essonne aura 8 pages dans le carnet de santé, dont un encart avec un QR code où les parents pourront avoir des informations sur la maîtrise du langage, et grâce au QR code, aller sur le site de la grande cause qui s'appelle donc Bien grandir avec les mots. Et j'oublie, je crois, un partenariat super important avec l'association 1001 mots, association qui on a choisi sur 2 ans de toucher à peu près 700 familles, association qui prend contact avec des parents choisis, qui offre des livres pendant 1 an, et qui, alors au gré du désir des parents, soit par mail, par texto, par téléphone, échange avec les parents à travers une psychologue, un orthophoniste, etc., pour inciter les parents à lire une histoire aux enfants. Donc, comme le disait M. Hockman, avoir du lien, à recréer du lien avec son enfant autour d'un livre, et puis leur faire part de leurs difficultés, soit de langage, soit ce qu'il comprend, etc. Donc, c'est pour ça que des orthophonistes interviennent, des psychologues également, et c'est un partenariat très riche dont on est très fiers. Et il y aura un suivi avec les orthophonistes aussi, parce que vous le dites, un enfant sur 4 donc, qui a des difficultés de langage, on a besoin, l'école propose, mais malheureusement manque aussi, on le sait, de personnel. Donc c'est vrai que si le département fait le lien, et peut-être les mairies également, je rappelle que vous êtes directrice adjointe au maire, d'Éric Corcoran, donc peut-être que les mairies, tout comme le département, font ce lien aussi avec les familles. Alors tout le monde essaie de faire ce lien, effectivement. Bon, maintenant, désertification médicale quand même, qui est un petit peu nationale sur des spécialistes, notamment sur les orthophonistes. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a un site qui s'appelle Allo Ortho, je crois, où on peut faire déjà un pré-bilan avec un orthophoniste en ligne. Et parce que parfois, les petits soucis que les parents peuvent constater chez leur enfant n'entraînent pas forcément un rendez-vous chez un orthophoniste. Donc ce pré-bilan va leur dire, en fait non, faut aller voir un autre spécialiste. Et puis effectivement, quand il y a besoin d'un orthophoniste, j'avoue que ça peut être compliqué pour certains parents, parce que les orthophonistes ont une patientèle aussi, beaucoup d'adultes, donc c'est un petit peu compliqué pour trouver des rendez-vous, effectivement. C'est là où on en revient au numérique, parce que la possibilité d'aller sur des plateformes, effectivement, avec des orthophonistes qui peuvent faire en ligne des ateliers, des cours, je ne sais pas comment ça s'appelle, des soins pour ces enfants-là, peut-être que ce serait utile. Quel est votre sentiment, Jérémy Hockman, sur la question? Oui, c'est sûr que les orthophonistes, je crois, sont très, très occupés, parce ils voient beaucoup de patients de différents types. Oui, moi, je me pose la question, pour élargir un peu peut-être la question du problème aussi socio-économique qui est peut-être à la base de tout ça. On a pas mal d'études, surtout aux États-Unis, alors qui reflètent pas forcément la situation française, mais qui montrent que les retards de langage sont plus forts dans les populations économiquement défavorisées. Et la raison semble être, alors c'est peut-être moins le cas en France, mais peut-être que si, c'est souvent le cas aux États-Unis, que les familles les plus pauvres, en fait, les parents ont 2, 3, 4 jobs en parallèle, et du coup ont moins de temps à consacrer à leurs enfants, et donc sont moins dans l'interaction, etc. Donc il y a peut-être là quelque chose aussi qui peut être à la source de tout ça. En fait, faire passer le message aux parents que l'interaction est importante, mais aussi leur donner la possibilité de le faire dans de bonnes conditions, sans être épuisé après 2 heures de RER, sans être épuisé après des travaux difficiles et des situations de vie stressantes. Donc si on met les parents dans de bonnes conditions, ils interagiront plus volontiers avec leurs enfants.
Cette notion de moyens qui rentre tout le temps effectivement dans cette problématique, notamment les moyens effectivement de pouvoir acheter des livres, de les proposer à ses enfants, tout comme les activités périscolaires, mais c'est un autre sujet. Vous parlez d'interaction, effectivement. Les bibliothèques, il y en a quand même dans pas mal de villes. Certaines villes ont plusieurs bibliothèques, pourtant elles ne sont pas non plus envahies par les enfants. Alors là, on parle des tout petits, donc c'est difficile à la bibliothèque quand on a 2 ans, on est forcément accompagné, mais même si je prends juste après, c'est vrai que est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à réfléchir autour des bibliothèques municipales, de l'idée de créer effectivement du lien entre les écoles et l'après-école avec les bibliothèques? Peut-être que je En fait, il y a beaucoup de communes qui organisent par exemple des semaines de la petite enfance et qui s'entourent évidemment des médiathèques, des bibliothèques. Et pour certains parents, franchir la porte d'une bibliothèque ou d'une médiathèque, c'est pas si simple. Ça peut leur rappeler des mauvais souvenirs d'école, de petits, quand ils ont une difficulté de langage eux-mêmes. C'est pas évident aussi de rentrer dans une bibliothèque. Donc c'est tout ce travail qu'on essaye tous collectivement de faire. Et c'est vrai que nous, on essaie de s'entourer évidemment des communes, des agglomérations, des associations. Le tissu associatif est très important sur cette grande cause, puisque effectivement, ça crée du lien. Et ces familles-là, les plus vulnérables, ils sont au contact quand même très souvent avec eux au quotidien. Boris Cyrulnik avait beaucoup parlé des maisons des 1000 premiers jours. Oui. En quoi c'est si important et qu'est-ce qu'on peut y retrouver justement? Je crois qu'il y a une création de 5 maisons des 1000. Oui, alors en 2026, on va inaugurer 5 maisons des 1000 premiers jours. La première a été inaugurée lors des 80 ans de la PMI en novembre dernier. Alors c'est une PMI augmentée, une PMI améliorée où tout public est le bienvenu parce que aujourd'hui en France, les PMI n'ont pas réellement bonne réputation et c'est réellement dommage parce qu'on a des professionnels de santé qui ont vraiment ces causes-là de la petite enfance chevillées au corps. Et dans les maisons des 1000 premiers jours, on y retrouvera des ateliers lecture, par exemple. Alors, on va essayer de travailler sur la venue d'orthophonistes qui pourront passer de maison des 1000 premiers jours en maison des 1000 premiers jours pour donner justement aux parents une sorte de sécurité. Parce que les parents aujourd'hui, les futurs parents ou les jeunes parents sont très inquiets à l'arrivée du bébé. Et moi, j'ai tendance à dire aussi que la transmission se fait de moins en moins. C'est-à-dire que souvent, nos propres parents, quand en tant que femme, nous étions enceintes, nos parents nous expliquaient, tu vas voir un bébé, il va se passer ci et ça. Et aujourd'hui, on est un peu moins dans la transmission. Donc, les futurs parents sont toujours un petit peu inquiets. Mais en général, très, très bien accueillis dans les PMI. Et puis, les professionnels sont là pour les rassurer. Et voilà, on est très fiers de l'ouverture de ces maisons des 1000 premiers jours parce que on va je pense, avoir un levier pour tous ces sujets et notamment la maîtrise du langage. Alors c'est drôle parce que moi j'avais le sentiment inverse, j'avais l'impression qu'on était un peu moins justement formés, moins dans la discussion avec nos parents et grands-parents et que les réseaux sociaux justement amenaient forcément des choses positives sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que du négatif, aussi justement ces vidéos, ce lien pour expliquer ce que c'est que de devenir parent, expliquer ce qui va se passer, évidemment l'écouter en ce temps. Et puis Monsieur Hockman en parlait, j'en parle aussi, on parle de l'interaction et du lien entre parents et enfants et je pense qu'il est présent à tout âge et quand on a la chance encore d'avoir nos parents, s'ils peuvent nous guider, je pense que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficient que de regarder une vidéo sur Internet. Maintenant, il ne faut pas se priver de les regarder non plus. Il y en a qui sont très pédagogiques, mais le lien est important. Un plan important donc pour l'Essonne. Combien ça a coûté ce plan? Parce que c'est j'ai pas les chiffres en tête, on est en train de tout finaliser là. Donc, en tout cas, vous le considérez comme un investissement et pas comme une dépense? Ah non, tout à fait. C'est un investissement sur l'avenir. Je vous l'ai dit, on avait envie d'être ambitieux. Donc effectivement, on commence sur les 0,4-0,6 ans, mais je pense que cette grande cause est belle et noble et elle en vaut vraiment la peine pour l'avenir de nos tout-petits. Jean-Rémy Hockman, juste en 30 secondes, le super conseil que vous pouvez donner à tous les parents qui nous regardent, aux futurs parents qui nous regardent, pour développer le langage de l'enfant très tôt? De leur parler le plus possible, interagir avec eux. Je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire leur lire des histoires le soir, c'est quelque chose qui est important, mais pas que le soir d'ailleurs, pas forcément juste avant de dormir. Lire peut-être en rentrant de l'école, on prend un livre, on s'assoit sur le canapé, on lit une histoire. Je pense que ça, c'est très important. Les parents peuvent le faire, mais aussi la nounou, la grand-mère, le grand frère, etc. Donc tous les gens autour des tout petits peuvent par moment leur lire des histoires et je pense que c'est la meilleure chose à faire.
Finalement que le langage se fait, que la conversation se fait, même si l'enfant ne peut pas s'exprimer de la même manière que nous, évidemment que le lien se crée. Donc peut raconter sa propre histoire, sa propre journée, voilà, leur parler en permanence. Merci à vous deux, Sandrine Chaumont, présidente déléguée en charge de la protection maternelle et infantile du département de l'Essonne et adjointe au maire d'Évry-Courcouronnes, et Jean-Rémy Hochman, merci également d'avoir été avec nous, directeur de recherche CNRS et directeur du Baby Lab de Lyon. Merci. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve dans le Grand JT. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Lola Breton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et membre du collectif de journalistes Prenons la Une. C'est une association, c'est ça? C'est ça, tout à fait, qui existe depuis 2014. Et qui milite depuis donc 10 ans pour une meilleure représentation des femmes et l'égalité dans les rédactions. Est-ce que vous avez vu une évolution justement depuis vos débuts? Est-ce que les médias français sont encore un bastion masculin à votre sens? Alors, il y a eu une tentative d'évolution avec une charte qui a été mise en place par Prenons la Une en 2016 pour essayer de mieux discuter des violences sexistes et sexuelles dans les médias, de se battre pour une meilleure parité dans les rédactions. Malheureusement, on voit qu'il y a moins de femmes presque qui interviennent en tant qu'expertes dans les rédactions, dans les médias, pour les interviews. Donc en fait, on n'a pas tant évolué positivement que ça. C'est une prise de conscience de façade, quoi. C'est ça. Voilà, pour se donner bonne conscience peut-être. Vous parlez d'inégalité, mais concrètement, qui bloque aujourd'hui? Ce sont les hommes qui justement dirigent ces rédactions à peu près 80%? Alors c'est difficile de dire que ce sont les hommes qui bloquent, mais en tout cas, il y a un endroit où ça bloque. Est-ce que ce sont... Ce sont les femmes qui pourraient bloquer? Je ne sais pas, en tout cas c'est un endroit de direction en effet où les formations ne sont pas faites, où on n'accepte pas de changer les manières de faire peut-être, qui sont ancrées et qui sont apprises dans l'école de journalisme et ensuite dans les rédactions. Et c'est ce sur quoi nous on essaye de travailler aussi. Je parle des femmes qui pourraient éventuellement bloquer parce qu'il y a aussi cette autocensure, cette forme d'autocensure effectivement chez les femmes qui disent bon, de toute façon je ne pourrais jamais y arriver, donc quelque part elles n'essayent même pas d'aller plus haut, à un cran plus haut. Alors, je pense qu'on essaye aussi de travailler là-dessus, de dire aux femmes, si vous pouvez y arriver, dès l'école de journalisme, de dire on a tous les droits, évidemment, de faire les mêmes choses que les hommes journalistes. Après, est-ce que les expertes qu'on pourrait interviewer, parfois, sont un peu plus frileuses à l'idée de parler de choses dont elles ne sont pas forcément expertes, alors que les hommes, eux, ont souvent le verbe plus facile, même sur les sujets qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Ça, c'est possible. Mais je pense que ça joue aussi au niveau individuel, oui. En tout cas, les chiffres le parlent, parce qu'elles sont minoritaires, ces femmes, donc au poste de pouvoir, 34% de rédactrices en chef, et 19% seulement à des postes à responsabilité. Donc en fait, le chiffre les chiffres sont clairs, alors que c'est un monde, les médias, c'est très vaste, mais c'est un monde qui est quand même très féminin. Oui, et le problème, c'est que les femmes, on les retrouve dans des positions plutôt de précarité, donc en tant que pigistes, des journalistes qui ne sont pas titularisés dans les rédactions. Donc forcément, voilà, ça les place dans des situations dans lesquelles elles n'ont pas forcément beaucoup non plus de pouvoir pour porter leur voix. Et c'est aussi pour ça que les associations comme la nôtre sont utiles. On va venir effectivement à toutes vos actions, ce que vous avez mis en place, votre cellule d'écoute également. Juste quand une femme est médiatisée, on pense à beaucoup de femmes journalistes qui ont par exemple à la tête du 20h, comme Léa Salamé ou d'autres. Est-ce qu'elles vivent un traitement différencié selon vous? Tout à fait, elles sont amenées tout le temps à leur sexe et à leur manière d'être, de paraître. Plus que sur ce qu'elles vont dire, ce qu'elles ont à dire et la manière dont elles présentent. Léa Salamé, le JT, est-ce qu'elle le présente bien en tant que journaliste ou est-ce qu'elle est bien habillée, bien maquillée, etc. C'est souvent des choses qu'on entend encore de la part des spectateurs, notamment aujourd'hui sur les réseaux sociaux, beaucoup. Alors il y a l'aspect effectivement, ce qu'elle représente, vous dites le look, la beauté, etc. Mais il y a aussi surtout la légitimité. Est-ce qu'on remet davantage en cause finalement la légitimité, pour autant on lui a proposé ce poste? Oui, tout à fait. Alors je pense qu'en effet, il y a encore une question de manque de légitimité de la part de certains téléspectateurs. Mais c'est une véritable avancée, on le voit bien. Pourtant, il y a beaucoup plus de femmes effectivement à la tête des rédactions ou à la tête des émissions phares. Oui, à la tête des émissions phares, à la tête des rédactions, peut-être un peu moins, peut-être pas assez.
En tout cas, c'est une question sur la parité sur laquelle il faudrait travailler encore. Vous parliez des experts, effectivement, de plateau. À 80%, ce sont des hommes, pour le coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça renvoie l'image que la femme ne peut pas être experte? Non, je pense que c'est une question d'entre-soi. Quand on a depuis 20 ans les mêmes numéros de téléphone et qu'on sait que cette personne-là, qui est un homme et qu'on connaît très bien, va pouvoir venir sur le plateau quand on lui demande, c'est plus facile que d'aller chercher une nouvelle personne, qui plus est une femme, avec qui on n'a pas déjà des liens. Donc oui, je pense que c'est une question de facilité finalement. Je parle de votre association aussi, Prenons la Une, évidemment, une association qui existe depuis maintenant plus de 10 ans, qui milite donc pour l'égalité, pour une meilleure représentation des femmes également. Est-ce que la parole se libère, en tout cas, de toutes ces femmes, et peut-être des hommes, pourquoi pas d'ailleurs, qui vous contactent? La parole se libère, mais il y a quand même une crainte de perdre son travail, d'être mal vu par les autres journalistes, par les rédactions, par les rédacteurs en chef. De penser finalement que on est un peu fauteuse de troubles, qu'on parle quand il se passe quelque chose de violent. Fauteuse de troubles, attendez, parce que là, c'est une cellule d'écoute, effectivement, Prenons la Une, on vient vers vous. Il n'y a pas non plus de fait médiatique là pour l'instant. Non, on ne s'occupe pas de médiatisation. Voilà, donc pourquoi fauteuse de troubles? De dire, voilà, il y a des rédactions dans lesquelles c'est mal vu de dire, non, mais moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on me parle de cette manière. Voilà. Ça, je l'entends, mais les femmes qui viennent vous voir, qui vous contactent, donc pour pouvoir parler justement, pour libérer cette parole, est-ce qu'elles se sentent à l'aise? Est-ce qu'elles sont encore un peu de retenue par rapport à ça? Elles se sentent à l'aise avec nous parce que nous, on garantit un anonymat, etc. Mais elles ne se sentent pas à l'aise avec le fait d'en parler au sein de leur rédaction. Parfois, elles ont eu un problème avec un interlocuteur qu'elles ont interviewé, par exemple, et elles ne sont pas toujours à l'aise avec l'idée d'en parler avec leur rédacteur en chef. Ce qui dénote aussi quelque chose... un malaise finalement avec la direction, avec une société qui ne va pas aussi vite qu'on ne le pense sur ces sujets. Est-ce que vous proposez des formations, des accompagnements précis pour les rédacs? Alors pour les rédactions, c'est une agence qui s'appelle La Fronde, qui a été créée par des membres de Prenons la Une qui s'en occupent. Nous, on fait des formations au niveau des écoles de journalisme. Ouais. Qu'elles soient reconnues ou pas par la profession. Il y a 1 à 2 formations par mois, donc ça correspond à une grosse dizaine de futurs journalistes formés tous les mois. Et voilà, ce sont des membres de Prenons la Une qui font ces formations pour nos futurs confrères et nos futures consoeurs. Comment vous êtes accueillis par les élèves? Heureusement, ce sont des sujets qui aujourd'hui sont quand même dans l'air du temps, où on parle souvent, donc c'est plutôt bien accueilli. Après, est-ce que c'est intégré et est-ce que ce sera mis en place? Ça, c'est à voir dans le futur. Oui, effectivement, c'est à voir dans le futur, mais c'est ça qui est important, savoir si le discours imprime. Les affaires MeToo dans les médias, notamment, est-ce qu'elles ont impacté le rapport homme-femme aujourd'hui dans les rédactions, mais surtout au sein des écoles de journalisme, par exemple? Est-ce que vous voyez, lors de ces formations, davantage de prise de position là-dessus? En tout cas, il y a une réelle prise de conscience sur ce que sont les agissements sexistes et sexuels. Alors nous, nos formations permettent aussi de poser des mots, notamment juridiques, dessus, savoir exactement ce qu'est du harcèlement sexiste, ce qu'est une agression sexuelle par rapport à un viol, etc. C'est assez important de le faire, notamment pour écrire de bons papiers et faire du bon journalisme. Après, les relations entre hommes et femmes dans les rédactions, tout dépend de la manière dont les journalistes agissent aussi dans leur eux-mêmes, quoi, donc de manière individuelle. Donc il y a des personnes qui ont très bien intégré toutes ces questions-là et d'autres qui ont un peu plus de mal, on va dire. Selon vous, quand une rédaction choisit ses invités, ses angles par exemple, est-ce qu'elle doit avoir les objectifs de parité? Nous, c'est ce qu'on prône, oui. D'accord, mais alors comment on les met en place? Parce que ça veut dire qu'on ne choisit pas forcément une femme justement pour les bonnes raisons, on va la choisir parce qu'il y a un souci de parité. Est-ce que cette discrimination positive est vertueuse? En tout cas, l'idée, c'est de ne pas aller vers la facilité dont je parlais tout à l'heure, de dire je vais prendre cet homme parce que je le connais. C'est d'essayer d'aller chercher, en tant que journaliste, finalement, c'est notre travail, d'aller chercher les meilleurs interlocuteurs, et parfois, ces interlocuteurs sont des interlocutrices. On peut aller jusqu'à des quotas pour la parité? Vous êtes pour? C'est pas forcément ce qu'on prône, mais pourquoi pas? Après, ça se discute aussi avec les rédactions. Je suis pas sûre que ce soit aujourd'hui ce qui est envisagé par les rédactions, non. Qu'est-ce que vous avez relevé, vous, en tant que journaliste, justement, et membre de l'association Prenons la Une, comme rédaction, lieu, chaîne, je ne sais pas moi, organe de presse en tout cas, qui effectivement ne remplit pas du tout les demandes par rapport à l'égalité?
Sur les interlocuteurs, les interviewés, c'est quasiment tous les médias français. On le voit sur les plateaux de télévision, mais on le voit aussi dans les lignes des grands journaux ou des petits journaux d'ailleurs aussi français. C'est-à-dire que les experts, les personnes interviewées sont en majorité des hommes. Et c'est toujours le cas. Et il y a des rapports qui sont faits régulièrement par l'ARCOM, par exemple, qui montrent ça. La problématique, encore une fois, c'est vrai que je vous ai posé la question tout à l'heure, mais je la pose autrement, c'est que ce sont des hommes qui décident majoritairement, puisque ce sont les chiffres. Donc comment faire en sorte que la machine soit inversée, puisque ces mêmes hommes qui décident sont les mêmes hommes qui, quelque part, pas tous, fort heureusement, mais discriminent. Je pense qu'il faut agir par la formation, quelle qu'elle soit au départ initiale avec les étudiants, puis la formation continue qui est offerte par d'autres agences et associations. Ouais. L'angoisse, effectivement, d'être grillé dans le milieu si on parle, l'angoisse de ne pas savoir comment en parler, à qui en parler, vers qui se tourner. Cette cellule d'écoute, vous l'avez créée pour les violences sexistes et sexuelles dans les médias. Et encore une fois, les médias, c'est extrêmement large comme terme, donc ça touche énormément de gens. Cellule d'écoute, et vous rappelez dans ce petit flyer que j'ai sous les yeux qu'effectivement, en cas d'urgence, il faut appeler le 17 ou le 112. Envoyer aussi un SMS au 114 à la police. Mais vous pouvez contacter cette cellule d'écoute. Par quel moyen, comment on fait, quel numéro on compose quoi? Alors nous, on répond au mail et ensuite on appelle les personnes qui nous contactent. Et donc le mail, c'est soutien@prenonslaune.fr. Merci beaucoup Lola Breton d'être venue sur le plateau du Grand JT. Vous êtes journaliste et membre de l'association Prenons la Une. Tout de suite, on va retrouver la chronique de Bérangère Cana. Boire de l'eau chaude, manger du riz au petit déjeuner, faire du tai chi pour rester jeune. Et si le nouveau rêve des jeunes occidentaux, c'était de devenir chinois? C'est la question qu'on pose. C'est un phénomène viral qui intrigue, ça s'appelle le China Maxing. Oui, aujourd'hui aux États-Unis et en Europe, des milliers de jeunes occidentaux, souvent âgés de 15-16 ans, cherchent à adopter le mode de vie chinois au quotidien. On appelle ça le China Maxing, un phénomène documenté notamment par The Wall Street Journal et plusieurs médias nord-américains. Le principe, il est simple, optimiser sa vie en copiant les habitudes chinoises, avec par exemple boire uniquement de l'eau chaude, éviter les boissons froides, porter des pantoufles à la maison, pratiquer le tai chi pour ralentir le vieillissement ou encore apprendre le mandarin, des gestes banals en Chine mais devenus tendance voire obsessionnels en Occident et à l'écran comme vous pouvez le voir. De nombreux TikTokers reprennent ce phénomène avec comme phrase phare « Ma routine du matin depuis que je suis devenue chinoise ». Ces contenus peuvent parfois cumuler des millions de vues et derrière l'humour, il y a un véritable impact, populariser des pratiques traditionnelles chinoises et influencer de nombreux internautes. Certains abonnés expliquent même qu'ils ont changé leur alimentation, leur habitude ou encore leur routine santé. Mais alors pourquoi maintenant? Pourquoi cette fascination soudaine pour la Chine? Il y a plusieurs raisons très concrètes. D'abord, les réseaux sociaux. Quand TikTok a été menacé d'interdiction aux États-Unis en 2025, des milliers d'Américains ont migré vers une application chinoise appelée Red Note. Résultat, découverte du quotidien chinois, recettes, conseils santé et mode de vie. Une image différente de la Chine, moins politique, plus concrète et surtout plus attirante, comme on peut le voir sur ces images quand des streamers américains comme iShowSpeed, suivis par plus de 47 millions de personnes, voyagent en Chine. Ils montrent alors à des millions de jeunes des villes ultra modernes, des trains à grande vitesse, une vie quotidienne perçue comme efficace et organisée. Donc en gros, c'est pas juste une mode TikTok, quoi. C'est ça. Il y a quelque chose de plus peut-être profond. Exactement, clairement Virginie, le China Maxing révèle aussi un basculement culturel. Pendant des décennies, les États-Unis incarnaient le modèle à suivre. Aujourd'hui, chez une partie de la jeunesse occidentale, il y a un désenchantement. Coût de la vie élevé, système de santé fragile, avec de fortes inégalités. Et en face, la Chine apparaît, à tort ou à raison, comme plus stable, plus organisée et tournée vers le collectif. Résultat, certains jeunes utilisent la Chine comme un modèle alternatif. Mais cette tendance, elle ne fait pas forcément l'unanimité, Bérangère. Oui, du côté des Américains d'origine chinoise, le malaise, il existe. Certains dénoncent une forme de déguisement culturel. On ne devient pas chinois en buvant du thé chaud, résume-t-il, d'autant que cette même culture a longtemps été moquée ou stigmatisée en Occident, notamment pendant la période du Covid. Et la Chine,
elle reste un pays dirigé par le Parti communiste chinois avec un contrôle important de l'information et des libertés. Et pourtant, en parallèle, son influence culturelle, elle ne cesse de grandir. La Chine n'est plus seulement une puissance économique majeure, elle devient aussi un acteur clé du soft power, capable d'influencer les modes de vie jusque dans le quotidien des jeunes occidentaux. Merci beaucoup, on va suivre ça de très près, Bérangère. Tout de suite, c'est Meilleur de School TV avec le Zap. C'est intéressant de se dire qu'est-ce que je vais vouloir pour mon fils. Est-ce que moi aussi je vais devenir ce papa qui dit hey, tu restes pas sur le canapé en fait. Ouais. Je veux pas me tuer au taf pour que toi tu te détendes, ça se passe pas comme ça. Il y a cette ambivalence aussi, je reprends la balle au bon concernant, parce que concernant les activités extrascolaires, on va dire, bon, la scolarité on a compris, bon voilà, l'extrascolaire, on sentait que ton père il voulait que tu accroches quelque chose, ça n'a pas été le foot, ça n'a pas été le karaté. C'est lui qui t'a proposé la batterie. C'est lui qui m'a proposé la batterie. Et là, tout a basculé. Et là, en gros, il est rentré dans ma chambre quand j'étais encore petit, j'avais 11 ans. Il m'a dit, tu veux faire de la batterie? Parce que j'avais testé un peu l'été, on partait en Creuse. Voilà, il y avait un voisin qui avait une batterie, j'avais testé un peu. Il avait trouvé ça cool. Il a dit, tu veux tester la batterie? Et à partir de ce moment-là, en fait, je pense qu'il se doutait pas que. Alors après, une fois que ça a marché. Ça allait rythmer ta vie, si je puis dire. Et voilà. Et une fois que ça a marché et que je suis devenu batteur, il a commencé à dire, ah bah, c'est grâce à moi. C'est grâce à Bibi. C'est grâce à moi, c'est moi qui t'ai proposé. Bah, effectivement, j'avais 11 ans, donc oui. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été... C'est ça qui était très ambivalent. Et en même temps, batteur dans les groupes de rock, j'imagine qu'il devait se dire, oulala, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il me fait pas de la variette, là? C'était même plus que du rock, ouais. C'était du métal. Du métal. Voilà, exactement. J'ai vu du Sepultura, exactement. Peut-être, mais ça m'a rappelé aussi mon enfance, c'est mon meilleur ami. Exactement. Et il y avait... Et lui, il me disait, mais... Justement, j'ai eu cette conversation dans la voiture où il me grondait, il me disait mais pourquoi pas, tu veux bien faire de la batterie, mais pourquoi tu fais pas des balles musettes? Les balles musettes ça rapporte. Et je lui disais mais qu'est-ce que... Quoi? Mais pas du tout, tu te rends... Parce que c'est une génération, nos parents qui ont toujours peur des lendemains, c'est ça? Ah bah, c'est quoi, peut-être quoi, une génération peut-être plus libre, qui aspire à peut-être à plus, moi, je pense que plus de choses? Je pense que c'est une génération... La différence entre eux et nous, c'est que déjà nous, on est au courant de tout en fait. C'est-à-dire que nous, on a eu les réseaux sociaux qui peuvent dire en fait, tu peux devenir ça, tu peux devenir ça, tu peux devenir ça. Nous, il n'y avait pas de... Mon père, je pense pas qu'il ait eu beaucoup d'options. On lui a pas dit, tu sais, tu peux être photographe, tu peux être... On lui a pas dit ça, on lui a dit, faut taffer, mon gars. C'est ça, et puis ce sera toute ta vie. Et ce sera toute ta vie, et c'est comme ça. Et il y a beaucoup de parents qui ont fait ça, c'est-à-dire, il est rentré à la RATP, il s'est jamais dit, tiens, qu'est-ce qui me ferait envie d'autre? En fait, non. Tu peux évoluer éventuellement au sein de la famille. Voilà. J'imagine. Gros, mais sinon, c'est vite vu. Et nous, on est la première génération, elle s'est dit, mais attends, je peux faire ça, puis après je ferai ça, puis après je ferai ce truc, puis après je peux arrêter, puis on verra. Nous, ce qu'on développe, c'est plutôt un outil de recherche. Donc c'est ce que je connais le mieux, et puis c'est ce qui est quand même, je pense, assez central chez l'avocat, de connaître le droit. Et sur la question de la confiance, oui et non, dans la mesure où je pense que c'est devenu assez évident que les avocats, même vis-à-vis de leurs clients, se doivent de vérifier ce que dit une IA. Mais en fait, ça va être la même chose quand on prend l'exemple d'un grand cabinet, parfois. Ce qui se passe quand on a une recherche à faire, c'est que c'est souvent le stagiaire qui va s'en occuper. Et derrière, il va le donner au collaborateur, qui lui-même va rechecker, etc. Et le donner à l'associé, qui lui, avant de le donner au client, va vérifier. Donc en fait, ce chaînon de vérification, il existait déjà. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'IA générative s'intègre très bien dans ce genre de structure, je pense. Quel genre de père, du coup, si tu devais résumer? Franchement, je crois que pour l'instant, je suis pas... C'est la question qu'on se pose toujours entre potes. T'es quel genre de papa? Déjà, j'ai fait un constat la dernière fois, il a 1 an et demi. Et je disais à mon pote, je crois que pour l'instant, je l'ai jamais grondé. Donc, je sais pas si c'est très positif. Je l'ai jamais grondé. Je vois quel genre de papa tu es. Je dis non. Et en fait, je crois que ça passe. C'est-à-dire qu'une fois que je lui dis non, il dit... Tu crois. Non, mais en fait, le visage change, évidemment. Mais je n'ose pas le ton. D'accord. Non. Okay. Là, il fait... L'ambiance a changé, c'est bizarre. Du coup, il se retire ou quoi. Mais je pense que je suis un papa très... Déjà, je suis très fan de lui. Je sais pas si c'est bien. C'est bizarre. Oui, mais tu vois, d'un côté, vraiment, je suis émerveillé à chaque fois que je le vois. En plus, il fait de la air batterie. Ah ouais. Dès qu'il fait un truc, je suis heureux. Enfin, tu vois, non, je suis papa 100% acquis à la cause, quoi. T'as le sentiment, justement, que tu fais partie de cette nouvelle génération de papas qui essaie de donner le maximum de temps pour l'éducation de leur ou de leurs enfants et partager cette fameuse charge mentale. Bien sûr, mais je trouve que déjà, le terme que j'aime pas, c'est ce fameux, tu vois, tous ces trucs de nouveaux pères, etc. Je trouve qu'il y a un côté... déjà, moi, je revendique rien du tout. Je suis un modèle pour personne. Je suis juste ma parentalité telle que je l'entends. Et après, je trouve qu'il y a
Je trouve que ce serait trop facile de dire, tu vois, ça serait encore retirer la couverture à nous, de dire, oh, regardez comme les pères ils sont super. En fait, on fait ce que les autres auraient dû faire avant, quoi. Donc c'est ni bien ni pas bien, c'est qu'il faut le faire comme ça, je pense, à mon avis. Papa versus maman, ça donne une nouvelle vidéo, ça donne ça. Alors j'ai la casquette, la crème solaire, la compote, le copelet d'eau, le t-shirt d'allaitement, la couverture si on s'assoit dans le parc. Si Anne-Sophie la Pix c'était une barre chocolatée, elle s'appellerait Anne-Sophie la Twix. L'IA nous propose aujourd'hui une réponse, mais que cette réponse ne peut s'affranchir de l'analyse et de la réflexion du professionnel de droit. Pourquoi ? Parce que en fait, l'IA, elle peut halluciner aujourd'hui, c'est-à-dire, par exemple, nous inventer de la jurisprudence et des sources qui, en fait, vont dans notre sens, mais factuellement n'existent pas. Donc là, il y a un vrai travail de vérification de la part du professionnel de droit. Et ensuite, à ce jour, en tout cas, moi, ce que je constate dans ma pratique, c'est que l'IA, elle nous permet véritablement d'analyser certains sujets. Malheureusement, elle ne réfléchit pas dans ce que je pourrais qualifier de 360. C'est-à-dire que lorsque nous, on prend un sujet juridique, qu'on a une thématique qui nous est présentée par un client, que ce soit en conseil ou en contentieux, il y a une réflexion qui va se mettre en place, même avant de rentrer dans le dossier. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut déterminer quels sont les objectifs poursuivis par le client. Ensuite, une fois que ces objectifs sont établis, là, on va rentrer dans l'analyse. Et effectivement, lorsqu'on se saisit d'un outil qui est l'IA, on doit savoir où on va. Et là, j'en arrive à quelque chose qui est très important, c'est en fait comment on prompte sur l'IA. Comment on pose notre question juridique, parce qu'en fait, en fonction de la façon dont on interroge l'IA, elle va nous produire des réponses qui seront plus ou moins pertinentes et réalistes par rapport à des sujets. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Ce soir à la réal, c'est Magdi Amitouche. Le son, Thibaut Bourri-Lafont. Le maquillage, Lola Ekenauer. Elodie Villefrit et Siam Carbouche à la rédaction. Bérangère Cana, journaliste experte sur l'émission ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Virginie. On vous retrouve évidemment bientôt dans le grand JT. Très bonne soirée à tous et à demain. Ciao.